Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro-Night consacré à celui que je serais tenté d'appeler Bloom Dido ou tout simplement Didier Malherbe. Comment allez-vous? Enchanté. En plus de produire des disques qui nous fascinent et qui nous font plaisir, il écrit aussi des livres, deux aujourd'hui, Escapade en Facili, Pays imaginaire, comme il dit si bien, et puis L'Anche des Métamorphoses. Oui. Vous êtes vraiment occupé. Vous ne vous ennuyez pas? Non, je suis un sonnettiste, Ouais. un serpent à sonnet. Je Ouais, me régalerai. vous avez un instrument d'ailleurs même qui rappelle ces serpents qu'on fait danser. Oui, ouais. Je me régalerai de quelques sons sonnets. Oui. L'autre jour, dans la rue, une auto claque sonnait. Dis donc. Tout en conduisant, je chantais et sonnait, un très enfiévré sonnet. On fera tout cela en détail tout à l'heure. Merci du fond du cœur d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Didier Malherbe. Bienvenue à Afro-Night. Nous allons commencer par quelque chose que vous pratiquez, parce que nous, on accroche, on a mis musicien et poète. Mais la musique, vous la pratiquez sous toutes ses formes. Regardons cet élément. Oui, d'accord. Elle tourne en sa boucle assouplie. Sur la peau du tambour, elle semble endormie, mais peut-être n'est-elle qu'à peine assoupie. Dans sa masse de buis, notre espiègle toupie. Pour notre amusement, le temps et le défi, jouant la parodie des grandes encyclies. C'est la voltigineuse de la galaxie. Tu lances la toupie et ton souci t'oublie. Tu lances la toupie et ton souci t'oublie. Oh, ma belle, attention, ton sablier s'écoule. Toutes ces gyrations. Un beau texte rythmé et mis en musique par une toupie. Oui. Sur un tambourin. Oui, je suis un fanat de toupie et donc je fais de la toupie sur tambour. Toupie sur tambour. Ouais. Et c'est quelque chose que vous pratiquez très souvent. Bah oui, parce que les toupies, c'est quelque chose de cosmique, d'universel. Je me suis fait une dizaine d'années que je suis vraiment intéressé par les toupies. Donc j'en ai un grand nombre chez moi. Soit que je les achète, soit qu'on m'en fasse cadeau, soit qu'il y en a qui rentrent par la fenêtre. Ouais. Je parlais de vos œuvres tout à l'heure. Ce poème, il est extrait d'un de ses œuvres. Oui, il est extrait de mon second livre de sonnets qui s'appelle Escapade en Facili. En Facili. La Facili, c'est un pays imaginaire. C'est tout au sujet d'un adjectif. Tout le livre, plus de 100 sonnets, concerne un adjectif, l'adjectif facile, en bien et en mal, naturellement. Hein. Et puis, de votre parcours, il y a un disque qui est incontournable, c'est Deez and Bird. Là, on va retrouver une chanson, et donc vous portez aujourd'hui le sobriquet Bloom Dido. C'est donc un album de Charlie Parker. Ouais. Charlie Parker. Comment ce disque vous a-t-il fasciné? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce disque pour vous fasciner autant, pour vous amener à aimer le jazz? C'est-à-dire que je n'ai pas commencé par là, naturellement. J'ai commencé par le New Orleans. Hein, New Orleans, après, oui. ça, middle jazz, n'est-ce pas? Et puis ensuite, le bebop est venu vraiment en bouquet, là, vraiment. Et j'avais ce 25 cm, Bird and Deeds. Et j'étais fasciné au départ par Dizzy surtout. Mais j'avais loué une trompette parce que je voulais tout de suite essayer ce que ça donnait. J'avais loué une trompette et je n'aimais pas trop. Ça me faisait mal aux lèvres, je ne comprenais pas. Donc je suis passé au saxo et j'y suis resté. Et vous êtes resté au saxo. Ouais. Et puis à l'âge de 19 ans, communauté artistique avec Beat Generation, vous partez donc pour le Maroc et vous partez d'abord en Inde, avant le Maroc. Oui, en Inde. Pourquoi vous aviez envie de voyager autant? C'était quoi le but recherché? Quand on a 19 ans, on a envie de voyager. Enfin, beaucoup de gens ont envie. Oui, aller à la découverte, bien sûr. Mais l'Inde, tout de même. L'Inde, bien sûr, j'étais intéressé par la philosophie indienne. Parce que en classe de philo, j'avais l'impression que tout était quand même très pessimiste et assez négatif. Et donc, j'avais rêvé des gourous et de la philosophie indienne, à laquelle je me suis beaucoup intéressé. Et aussi la musique indienne. Et vous avez travaillé le souffle aussi là-bas? Oui, bien sûr. J'ai fait du yoga et puis je me suis intéressé à la bande-souris, la flûte. Oui. J'ai commencé à étudier la bande-souris, la musique indienne, oui.
Que gardez-vous de votre participation à un opéra rock et aussi au film intitulé Les Idoles? Ah, Les Idoles, c'est une époque... Est-ce que ça a eu un impact sur la suite de votre carrière? Oui, la musique avait été écrite par Stéphane Villard. Il y avait des comédiens, c'était très riche en événements. Hein. On a joué au théâtre du Bilboquet, qui était rue Saint-Benoît, avec Pierre Clémenti, Bulogier, Jean-Pierre Calfon, etc. Et il y avait une atmosphère de troupe qui était extrêmement dynamique et à la fois dynamisante. Ouais. Parce que j'étais plutôt solitaire. Hein. En Inde, tout ça, je suis parti tout seul. J'étais plutôt introverti et solitaire. Alors que les Idoles étaient sur une scène, on se voyait tout le temps, participer à des réunions de groupe et tout ça. Ça m'a vraiment mis sur les planches. Et puis à Tanger aussi avec Beat Generation, c'était une vie... Ça c'est après, oui, effectivement, j'ai connu l'époque de Tanger, à l'époque de William Burroughs et tout ça, oui. On va maintenant arriver sur une partie de votre carrière qui compte beaucoup pour vous, c'est celle avec le groupe Gang. Ah, oui. On va voir un extrait, et là vous étiez sur scène, en groupe, et vous leur avez pris, je crois, si mes calculs et souvenirs sont bons, vous leur avez pris, je crois, 2 minutes de solo. On regarde. Bravo, hein. Et le son, il est encore actuel, hein. Bah oui, il est encore actuel, parce que quand on suit à la suite de cette vidéo, on s'aperçoit le solo que ce groupe vous offre. Comment vous rencontrez David Allen? Alors, il venait de quitter Soft Machine. Et on travaillait dans Les Idoles parallèlement avec un groupe d'Américains qui s'appelait The Living Theatre, qui était assez connu. Et un de ces acteurs m'a présenté David un jour au coin, là, devant les deux magots, là, tout ça. Ouais. Et on est allés ensemble dans une roulotte à Boulogne, là où il y a des quartiers de camping. Et toute la nuit, il m'a raconté ses histoires de planète Gong, il m'a chanté ses chansons, moi je lui ai joué de la flûte. Ouais. Et après, je l'ai rejoint à Deia, Mallorca, où il y avait pas mal d'artistes divers qui habitaient, très international. Et donc là, on a décidé de créer le Gong. Voilà. C'était quoi? C'était à l'époque des mouvements hippies, tout ça? C'était après 68. Après 68. Ouais. Donc, un peu hippie aussi? Ah bah oui, bien sûr. Moi quand je suis allé en Inde, c'était quelques années en avance, il n'y avait pas de hippie encore. Mais là, à Deia, oui, on peut dire que c'était le mouvement hippie. Oui. C'était quoi la philosophie de ce groupe Gang, qui est un groupe aujourd'hui encore culte? Oui, c'est vrai, c'est assez difficile à expliquer, mais disons que c'est une aventure planétaire, parce qu'il y a la fameuse planète Gong avec les docteurs d'octave.
Docteur d'octave. Oui, les docteurs D'accord. d'octave. Et les Potted Pixies, qui sont des petits lutins. Et la philosophie, c'est difficile de parler en quelques minutes comme ça d'une philosophie. On peut seulement évoquer que ces habitants de la planète Gong sont censés venir sur la Terre en 2032. On n'y est pas encore. Non. On n'y est pas encore. Alors, pas encore. Vous y croyez encore aujourd'hui? Ça, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas rompre le charme. Mais ce que je voulais dire, c'est que souvent, on allait avec le groupe Magma. Le groupe Magma, c'était le contraire. C'était des terriens qui allaient vers une planète, la fameuse planète Gabeya. Voilà, c'était des chemins inverses. Flying Teapot, Angel's Egg et You. À quoi vous ramènent ces 3 disques cultes? Oui, ça, c'est la trilogie de Zéro le héros. Ouais. Et effectivement, c'était l'époque peut-être la plus homogène du gong, parce que ça a duré longtemps quand même, il y a eu pas mal de changements. Est-ce qu'aujourd'hui, les productions discographiques ont changé par rapport à l'époque? Il y a eu beaucoup de changements, à votre avis? Quoi, dans les studios? Dans les studios et tout ça, oui. Production et réalisation discographique. On prenait notre temps. Techniquement, c'était moins avancé, mais on prenait notre temps. Hein. Il y en avait 2 de ces disques qui ont été faits avec un home studio à la maison. On habitait dans une maison de campagne près de Sens. Et le 3e a été fait au Manoir Studio des Virgins en Angleterre. On prenait notre temps, quoi. C'était bien. Techniquement, on est peut-être plus fort maintenant, mais pas tellement finalement. On revient beaucoup, d'ailleurs, pourquoi on revient au vinyle, tout ça, il y a beaucoup de retours en arrière. Maintenant, tout le monde peut faire des disques, il y a des home studios, tout ça c'est beaucoup plus, ça s'est simplifié quelque part, mais ça n'a pas tellement changé que ça finalement. Ça n'a pas beaucoup changé. Non, on va vous retrouver sur une scène particulière, c'était celle des Victoires de la musique du jazz, Victoire du jazz en 2007, grâce à un disque. Oui. Utopie, du Hadouk Trio. On vous regarde, vous et votre trio, sur cette scène. Didier, qu'avez-vous ressenti sur cette scène, ce jour-là? Ah, c'était formidable. On ne s'attendait pas vraiment à voir les victoires du jazz, parce que c'est une musique qui est quand même un peu atypique pour du jazz. On a créé ce trio d'abord avec le Loy Erlich, qui jouait la basse marocaine, là, le gnawa. Et c'est pour ça, le gnawa, le hajouj. Et moi, comme je m'étais mis au doudouk, qui est un instrument qui a été très important dans ma vie, parce que Hadouk. Oui, hadouk, hajouj et doudouk, ça a donné hadouk. Et après, on a eu Steve Sheehan comme percussionniste. On a beaucoup fait de concerts un peu partout dans le monde. La musique, elle a été écrite à 3.
pensé à quoi, cette musique Oui, qui a... bien sûr, oui, on peut dire, bien sûr, oui. Moi, je suis surtout un mélodiste, alors surtout j'amenais des mélodies, puis après ça, on concoctait ça avec Lloyd Ehrlich, et ensuite Steve venait, parce que Steve avait aussi composé des morceaux, et puis voilà, c'était une cuisine à trois, oui. Ne serait-il pas plus intéressant de qualifier cette musique de Vegetal Groove? Vegetal Groove, c'est le mot. C'est le mot. C'est le mot qu'on a employé, oui. D'où cette pureté, cette sorte de... On va maintenant parler de quelques-unes de vos rencontres et événements. On va commencer par cet événement, c'est le festival Glastonbury. Ah oui. Oui. Ah oui. Immense festival. Ah oui, oui, mais quand on a joué dans ce festival, il n'y avait pas tant de monde. Ouais. Maintenant, c'est des 100 000, 150 000 personnes. Ben regardez ce que ça donne aujourd'hui. Mais le premier, énorme. nous, on était au premier festival de Glastonbury avec cette fameuse scène pyramidale, et il y avait peut-être 10 000 personnes. Il y a une image à côté que Sabir va vous montrer aussi. Ouais. Voilà, où vous étiez sur scène habillé tout en rouge. Oui. Ah, Voilà, c'est là. Ah oui, oui, d'accord. Voilà. Là, c'était vous et votre groupe. Ouais. Vous jouez au sein de quel groupe à ce moment-là? Que je regarde bien. Oui. Je me souviens plus de ça. Vous en vous fait. souvenez plus, mais vous étiez justement à ce festival. Vous avez fait tellement de choses. Bon, on a fait avec Vous avez Gong, tellement évidemment, de ce choses. festival. Oui. Et puis maintenant, il y a un moment qui va être important pour vous. C'est jouer au festival du Doudouk à Yerevan, Oui. en compagnie d'un des maîtres d'Ivan Gasparian. Ivan Gasparian, voilà. Voilà, c'est un grand maître du doudouk. Et il a eu l'idée, enfin, ils ont eu l'idée de réaliser un festival international du doudouk, en 2001. Et ils m'ont invité. Et ensuite, on a fait une tournée en Russie l'année d'après. On a joué même au Bolchoï Théâtre. Et à Saint-Pétersbourg, et voilà, c'est un merveilleux jour de doudouk, c'est vrai. Brigitte Fontaine, cette rencontre. Oui, bien sûr. Alors ça nous met dans les années 80, où j'ai commencé à travailler avec Jacques Higelin, surtout, au Casino de Paris et tout ça. Mais c'était un peu la même bande. Et ensuite, avec Brigitte, on a fait son groupe et Areski, on a fait quand même un certain nombre de concerts. Voilà, là on salue le public. On salue le public. Ça se voit que c'était au vous avez du talent. Ou peut-être. Ça se voit que vous avez du talent. Cette photo-là respire en tout cas votre talent. Ouais, et puis, vous faites une fidélité à votre trio et vous appartenez à un autre trio, celui de Jean-François Ziguel. Oui, avec Jean-François Ziguel, on a aussi donné un certain nombre de concerts dans les années récemment, quoi, on peut dire. Oui, avec Joël Grard aux percussions. C'est non seulement un homme de télévision extraordinaire, mais c'est aussi un pianiste. Et il s'intéressait à moi parce qu'il aime beaucoup l'improvisation. Moi, je ne suis pas vraiment classique. Lui, c'est vraiment un maître classique. Mais moi, je suis un improvisateur. Et comme il adore l'improvisation, il m'a invité avec Joël Grard pour participer à ce trio. On a donné un certain nombre de concerts. Et une télévision aussi. Et après la scène, justement, des victoires du jazz en 2007, on va vous retrouver sur une autre scène, nous proposant Tchoun.
Quel est cet instrument? Oulouzi chinois. Voilà, ça s'appelle. C'est un Le oulouzi. souffle Ouais. et tout ça, c'est le yoga. Hein. Ah oui, ça ressemble à un instrument indien de charmeur de serpent, mais en fait, il y a des petites anges dedans. Et il y a 2 bourdons, ce qui fait que de temps en temps, ça peut ressembler à un peu un biniou, une cornemuse. Donc, moi, j'appelle ça de temps en temps de la musique sino-bretonne. Vous avez fait des émules avec tous ces instruments que vous pratiquez? Oui, bien sûr, Ouais. parce que j'ai été un des premiers à utiliser ce merveilleux instrument, le doudouk, Oui. qui existe depuis 3000 ans, ou Ouais. comme ça, en jazz, disons. Et j'ai réalisé un album qui s'appelle Nuit d'ombrelle, avec un guitariste de jazz qui s'appelle Eric Lehrer. Ouais. Et dans ce disque, on joue des standards de jazz, Round Midnight et autres morceaux de Thelonious Monk, au doudou, ce qui n'avait pas été fait avant. Et ce qui n'avait pas été fait avant. Après le 5e fruit, votre dernière œuvre discographique, qu'est-ce que vous nous préparez? Est-ce toujours un trio ou la formule a changé? Oui, la formule a changé. Maintenant, on joue en quartet, avec toujours bien sûr Loy Ehrlich. Et puis il y a Jean-Luc Di Fraia qui chante et qui joue de la batterie. Eric Lehrer, qui est un merveilleux guitariste de jazz. Et puis moi, voilà, on joue donc c'est devenu un quartet maintenant. Vos 2 ouvrages, je les tiens là, Escapade en Facili et L'Anche des Métamorphoses. Ouais. On peut encore les avoir. C'est des recueils de poèmes, qu'est-ce que c'est? Oui, ce sont des recueils de sonnets. Moi, je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je Ouais. suis un sonnettiste, un serpent à sonnet, etc. Ouais. Personne exactement ne ressemble à personne. Aimons et défendons l'originalité, condition de l'individu, sine qua non, sans pour autant nier la suite. Pris par hasard. Voilà. Par hasard. Je l'ai pris par hasard, oui. Ouais. C'est le carnaval des ressemblances. Voilà, le carnaval des ressemblances. Le carnaval des ressemblances. J'aime beaucoup ça. Tout de suite, quand j'ai vu les premières lignes, ça m'a touché. Ce sont des sonnets, ce qui est évidemment une forme très avec de la contrainte, etc., qui existe depuis le XVe siècle. Ouais. Mais en même temps, j'essaye qu'ils soient un petit peu drôles, qu'ils soient un petit peu animés. Alors justement, des sonnets à écouter, à lire ou à dire avec la musique ou sans musique, ça a une musicalité tout de même. Oui, je dis sans musique. Ah. Parce que je considère qu'il y a de la musique dans les vers eux-mêmes. Donc, fais pas, quand je fais un concert en solo, ce que j'aime beaucoup faire, naturellement, je dis un sonnet ou l'autre, et puis après, je joue des instruments. C'est en alternance, quoi. Aux éditions Buissonnière et Escapade en Facili, c'est audition Le Castor Astral. Le Castor Astral et à la Lucarne des Écrivains. Et à la Lucarne des Écrivains. Un 2 ouvrages qui sont encore disponibles. Oui, tout à fait. Faites-vous plaisir. La poésie est de retour et les beaux mots ne sont jamais partis, n'est-ce pas? Voici à présent une autre vidéo sur laquelle vous jouez. Alors, dans la formulation, vous préférez être en solo ou en groupe? C'est pas du tout la même chose. J'aime beaucoup être en solo parce qu'on peut tout faire. La notamment liberté, la littérature, on peut ouais. balancer ce qu'on veut, etc. On n'a pas l'impression de prendre la couverture à soi. Ouais. On est libre de ça. Mais il y a une énergie de groupe merveilleuse quand on joue avec surtout des petites formations, duo, trio, quartet, mais c'est pour avoir une sorte d'intimité, quoi. Une production musicale pour bientôt? Oui, c'est-à-dire je travaille aussi de temps en temps avec un groupe qui s'appelle Alula, qui vient de sortir un disque qui s'appelle Héliotropique, et on va jouer le 2 octobre au Triton. Et c'est un groupe que j'aime beaucoup, qui m'invite à jouer comme ça. Je joue aussi avec une joueuse de Yanqing, c'est un cymbalum chinois qui s'appelle Yaping Wang. Et puis, bien sûr, avec mon ami Loy Ehrlich, on joue en duo et aussi en quartet quand on aura des dates. Il y aura des dates bientôt, je croise les doigts pour cela. Oui. Et on sera là pour vous applaudir. Ouais. Didier Malherbe, merci beaucoup d'être venu. On vous retrouve sur scène. Avant ma dernière question.
Quel est cet instrument? Alors, ça s'appelle un ken. Ouais. Ça vient du Laos. Du Laos. Ça existe depuis d'un grand nombre de siècles et c'est à vrai dire l'ancêtre de l'accordéon Vous êtes le seul en Europe et de à jouer l'harmonica. ça? Non, il y a quelques-uns qui jouent, mais surtout de la musique laotienne. Moi, j'étais plusieurs fois au Laos, bien sûr. Je travaillais avec Kam Swan, qui est un grand maître du ken. Mais il y a quelques personnes en France qui le jouent, parce que c'est très agréable à jouer, il faut dire. C'est agréable à jouer. Très agréable, En tout, oui. le son est agréable. Le son est bien, et puis on respire normalement. Il n'y a pas de... au niveau de la respiration, c'est la même note quand on inspire et quand on expire, donc on peut respirer normalement, tranquillement. Aérozen, ça s'appelle. Aérozen. Didier, de votre parcours, de cette carrière au long cours, si vous deviez retenir 2 éléments, rien que 2 éléments. 2 éléments, ça c'est Rien que 2 éléments, pour me permettre de conclure. Rien que 2 éléments. Avec Gong, c'était sûr que c'est ça qui m'a vraiment fait décoller. Et on a joué dans le monde entier, il y avait un gros following avec Gong. Bien sûr, ça c'était une époque très importante de ma vie. Et puis ensuite, c'est la découverte du doudouk qui est quand même aussi très importante pour moi. Du doudouk aussi. Ouais, et puis rappelant rappelant que vous connaissez l'Afrique de côté maghrébin et le côté... Oui, on a fait des tournées. Vous avez fait la Mauritanie. Ah oui, on a fait 8 dates en Afrique, Mauritanie, des centres Bobo culturels Dioulasso. français. Avec Hadouk Trio, on a adoré. Ouais. Ouais. Merci beaucoup Didier Malherbe d'être venu jusqu'à nous, partager ce temps d'antenne et nous parler de vos 2 œuvres. Et puis le 5e fruit, c'est la dernière œuvre du trio Hadouk. Merci encore une fois. Merci à votre épouse qui vous accompagne. Merci aussi à Pascal Treillet. Cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucie John. Édouard nous a aidé à sa préparation, ainsi que Charles Serrito. Bonsoir et à demain.